À l'ordre du jour ce soir, le débat sur les pesticides est-il un débat empoisonné ? Ce long été de sécheresse s'est aussi illustré dans le monde rural par des débats innombrables autour de l'usage des pesticides. Des maires ont pris des arrêtés anti-pesticides, le président de la République leur donnait raison en parole alors que ces maires étaient poursuivis par les préfets, car cette question des pesticides empoisonne les rapports entre agriculteurs, rurbains comme on les appelle, écologistes, ingénieurs agronomes et élus locaux. Avec nous pour en parler, Philippe Desprats, il est agriculteur dans l'Ain, il est venu exprès pour pouvoir parler dans cette émission. Daniel Gilles est agriculteur dans la Drôme, il sera en direct de France Bleu Drôme-Ardèche, il est maire de Soux, dont le conseil municipal vient de voter un arrêté anti-pesticides à l'unanimité. Eugénia Pomaré est ingénieure agronome et directrice de l'Union des industries et protection des plantes, et Xavier Poux est ingénieur agronome également, auteur d'une thèse sur l'économie rurale, et il travaille au bureau d'études ASCA et il est chercheur associé à l'IDRI. Il y a mon grand-père, mes parents, mon frère et mon fils de 21 ans qui travaille aussi avec nous sur l'exploitation et qui habite aussi au milieu des vergers. S'il y a même quelconque risque, je pense qu'on aurait déménagé depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas et tant mieux. Si l'ANSES dit qu'il faut une bande de 3,50 m, c'est qu'ils ont dû réfléchir au problème. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera quand même le seul pays en Europe et au monde à prendre ces préconisations-là. Tout le monde veut donner son avis sur tout. C'est comme si moi, demain, je disais à un chirurgien, mais je vais vous apprendre, il faut opérer comme ça et pas autrement. Mais à l'origine, il n'y avait que de la terre agricole, il n'y avait que des agriculteurs, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de lotissement, il n'y avait rien. Mais c'est pas nous qui allons les empoisonner, on leur demande rien, on leur pas dit de venir. Ça va changer quoi, 5 à 10 mètres, un petit coup de vent et hop, ça va voler pareil. S'ils nous trouvent une solution qui marche, ben, pourquoi pas ? Mais le problème c'est que c'est pas forcément le cas. Voilà des paroles d'agriculteurs recueillies ces derniers temps dans le Tarn-et-Garonne et dans les Deux-Sèvres par Stéphanie Glésis et par Victor Vasseur pour Radio France. On y entend des noms, l'ANSES, on y entend des distances, 5 à 10 mètres, 150 mètres. On va essayer de clarifier toutes ces questions. Et d'abord, je vais vous donner la parole, Philippe Desprats, puisque vous êtes agriculteur dans l'Ain et que vous nous avez écrit à France Culture. Après l'émission du 9 septembre 2019, c'était dans la grande table et on y recevait donc Fabrice Nicolino et d'autres chercheurs comme Stéphane Foucard, d'autres journalistes sur le thème « Pouvons-nous nous passer des pesticides ?» Vous avez écrit une lettre très encolérée contre France Culture en disant « Mais on ne nous entend pas, nous sommes agriculteurs, je fais de l'agriculture raisonnée, je fais de l'exploitation de prairies sous contrats environnementaux et je ne comprends pas qu'on n'ait jamais la parole. » Alors on a eu l'idée, ici, au temps du débat, de vous inviter. Qu'est-ce qui vous a tant énervé dans cette discussion sur les pesticides sur France Culture ? Qu'est-ce que vous voudriez dire justement sur ce débat qui s'est levé comme un vent mauvais, portant justement cette question des pesticides jusqu'aux habitations et jusqu'aux habitations des grandes villes ? Ouais, donc je vous remercie de me donner la parole. Moi, ce qui m'a posé problème dans ce débat, c'est qu'il n'y avait pas de point de vue contradictoire. Alors on peut l'écouter donc sur France Culture, sur le site de France Culture, ce débat du 9 septembre, c'était dans la grande table. Voilà. Et donc, oui, je trouve que alors, monsieur Nicolino, pour ne pas le citer, a des positions assez radicales. Supprimer les pesticides du jour au lendemain, immédiatement. Avec un recours aux formules un peu simplistes. Moi, ça me pose problème parce que les pesticides, c'est un problème complexe dont on doit discuter. Il faut analyser, il faut prendre du recul. On ne peut pas du jour au lendemain dire supprimons les pesticides pour tout le monde. Alors on supprime quels pesticides ? On supprime ceux de l'agriculture bio, on supprime ceux de l'agriculture conventionnelle, on supprime tous les pesticides, sachant que les pesticides, si on prend un peu de recul, ils ont quand même rendu service. Dans les années 60, il y a eu le baby-boom et il a fallu produire de l'alimentation pour tout le monde. Donc il a bien fallu augmenter les productions agricoles pour nourrir tout le monde avec des aliments sains. Donc ça nous a permis, l'utilisation des pesticides à l'époque a permis d'éradiquer des maladies toxiques pour l'homme. Donc par exemple l'ergot du sac qui se transmet au blé, il y a aussi la carie, toutes des maladies qui ont disparu, mais que si tout le monde revient au bio, peut-être qu'elles reviendront, on ne sait pas. Il faut prendre du recul. En 1960, dans les années 60, le grand ministre de l'Agriculture, qui était vénéré à l'époque, c'était Edgar Pisani, que nous avons souvent rencontré pour cette chaîne. Il s'exprimait ainsi en 1961. Le commerce des produits agricoles français n'a pas le dynamisme souhaitable. Vous produisez peut-être
le meilleur produit, mais ce n'est pas celui-là que l'on veut, et en définitive, produisez ce que le marché mondial vous demande. Si demain, le lait doit être rouge pour être vendu ou les pommes carrées, il faudra que l'Institut national de la recherche agronomique se consacre à cela pour que nous puissions fabriquer des produits qui se vendent. Voilà donc ce que disait un ministre de l'Agriculture au tout début des années 60. Il est revenu sur ces déclarations quand nous le rencontrions à la fin de sa vie. Il disait « Nous sommes allés trop vite, nous sommes allés trop loin, nous avons fait trop de choses, nous avons trop désherbé, nous avons trop coupé des haies, nous avons trop remembré. » Mais néanmoins, effectivement, il y avait cette vision productiviste. Xavier Poux, vous êtes ingénieur agronome, vous avez écrit sur l'économie rurale, vous travaillez pour un bureau d'études, l'ASCA, et vous êtes chercheur associé à l'IDRI, et vous défendez l'idée qu'on peut faire une autre agriculture, ainsi qu'une Europe agroécologique pour 2050. Vous êtes assez éloigné des positions de Philippe Desprats qui est en face de vous, mais néanmoins, vous pouvez vous entendre et vous pouvez vous parler. Alors, oui, je voudrais rebondir sur un... Bonjour d'abord et merci de m'inviter à cette émission. Je voudrais rebondir sur une parole qui a été dite par un des agriculteurs que vous avez interviewé, qui est la référence au chirurgien. Et le chirurgien, le point de départ, c'est le diagnostic de la situation. Et le diagnostic de la situation, il s'inscrit à l'interface d'une agriculture qui, certes, produit, mais qui produit en gérant des territoires et des espaces. Donc, dans le diagnostic, il y a bien sûr les enjeux de production, de productivité, et il y a les enjeux d'impact de cette production sur l'environnement. Et ce qui rend un petit peu compliqué, je pense, le débat autour des pesticides, c'est le fait que plusieurs temporalités se télescopent. C'est-à-dire qu'en effet, la question de la transition vers une autre agriculture, c'est vrai que dans la recherche qu'on a faite avec à ASCA et à l'IDRI, qui envisage et qui teste la généralisation d'une agroécologie qui se passe entièrement de pesticides de synthèse, donc les références techniques sont celles de l'agriculture biologique, mais c'est pas simplement, c'est plus compliqué que simplement la généralisation de l'agriculture biologique, mais pour aller vite, on peut quand même retenir ça. Donc on a testé cette hypothèse parce que il nous semble qu'il y a vraiment différentes temporalités à prendre en compte, celle en effet de la transition agricole, mais celle de toutes les crises environnementales qu'on voit aujourd'hui à l'heure. Vous voulez dire que ce n'est pas qu'une question sociologique, ce n'est pas qu'une question économique, ce n'est pas qu'une question de ruralité, comme souvent on le présente, mais qu'il y a ces questions-là à mettre en débat aussi avec la question de l'environnement. C'est ce que vous voulez dire. Absolument. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les questions d'environnement s'invitent très clairement dans même l'acte de production des agriculteurs. Quand on voit, par exemple, que les rendements agricoles stagnent depuis plusieurs décennies maintenant en matière de production, par exemple, de blé, on peut associer on est en dessous de 100 quintaux à l'hectare dans les meilleures voilà, conditions, alors que la grande promesse des années 70, c'était le club des 100 quintaux, c'était justement qu'on arrive pour tout le monde à faire 100 quintaux à l'hectare. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, malgré... On est plutôt entre 70 et 80 de moyenne. Voilà, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malgré le recours accru des produits phytosanitaires ou des pesticides, comme on veut les appeler, eh bien, les rendements non seulement stagnent, mais varient de plus en plus. Donc il y a un problème écologique qui est aussi un problème de production. Alors nous sommes avec vous, Daniel Gilles, bonsoir, en direct de France Bleu Drôme Ardèche. Je rappelle que vous êtes agriculteur vous-même dans la Drôme, que vous êtes maire du village de Soux et que vous avez décidé avec votre conseil municipal à l'unanimité, il faut bien le dire, un arrêté anti-pesticides. Donc avec ce conseil municipal, ce qui fait quelques bruits dans votre village, vous faites partie de ces maires qui ont décidé des arrêtés anti-pesticides. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette décision donc avec votre conseil municipal ? Oui, donc tout d'abord, merci pour votre invitation. Ce qui nous a conduit à prendre cette décision, tout d'abord, c'est en 2018, nous avons eu une réflexion sur la proximité des épandages de pesticides, à proximité des maisons d'habitation, des terrains de sport, et par rapport à une problématique de santé publique. Par rapport au fait que l'on estimait que ces produits, qui sont des produits à manipuler avec précaution et qui sont manipulés aujourd'hui avec précaution par les agriculteurs, ne pouvaient pas être épandus à proximité des maisons d'habitation. Donc en 2018, nous avons commencé à travailler sur la partie juridique du process d'un arrêté municipal.
Puis, pour tout vous avouer, en tant qu'agriculteur, je connais très bien aussi les agriculteurs, les gens qui vivent de la terre. Et c'est vrai que j'ai manqué un peu de courage dans la prise de cette décision. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Si vous voulez, moi, je côtoie les agriculteurs au quotidien. Parce tous les jours. Il faut bien préciser que c'est une question de voisinage et on va insister sur cette question-là. Ce sont des gens qui vivent les uns à côté des autres, les uns avec les autres. Et il est important effectivement de préciser qu'il faut entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec les uns et parce que justement, ils vivent chaque jour, quotidiennement, dans le même village. Tout à fait. Et donc, cette décision est ressortie, cette prise de conscience est ressortie lorsqu'il y a eu la suspension de l'arrêté du maire de Languette, Daniel Cueff. Au mois d'août dernier, qui a été suspendu par le préfet, cet arrêté, justement, et il voulait justement lui-même mettre en place un arrêté anti-pesticides, et le préfet a dit qu'il ne le fallait pas. Voilà. Donc, de façon à pouvoir faire bouger les lignes et à ce que les pouvoirs publics prennent vraiment en compte les problématiques que les élus locaux ont aujourd'hui dans les milieux ruraux, on a décidé, le 2 septembre au soir, à l'issue du conseil municipal, j'ai sollicité le conseil qui m'a donné un avis, un feu vert, un avis favorable, à l'unanimité pour prendre cet arrêté. Mais néanmoins, vous avez depuis des manifestations de vos amis agriculteurs, ceux que vous connaissez, dans votre propre village, alors que vous êtes vous-même agriculteur, qui protestent contre cette décision en disant que vous ne nous avez pas tenu au courant. Tout à fait. Jeudi dernier, les agriculteurs ont organisé une manifestation sur la commune de Soult. Ils m'ont demandé d'être présent, ils m'ont proposé de les rencontrer. Donc je les ai rencontrés avec 3 autres de mes conseillers et conseillères municipales. Et donc nous avons eu un débat qui n'a pas été très nourri sur la question des pesticides, mais qui a surtout dérivé sur l'opposition de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture biologique, ce qui n'était pas à l'origine le propos. Oui, vous voulez intervenir oui, allez-y, terminez. Et puis... Ensuite, moi, ce que j'ai relevé ce soir-là, c'est qu'il y avait quand même que les agriculteurs sont dans une grande détresse par rapport au modèle économique que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui pousse à la production et qui pousse à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument que le gouvernement français, que l'Europe prennent en compte ces problématiques. Aujourd'hui, on ne peut plus cliver les populations, les habitants et les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont toute leur place. Les agriculteurs, ils sont là pour s'occuper des terres, pour tous nous nourrir. Et c'est là qu'il faut vraiment que le gouvernement prenne acte du fait que des élus de terrain aujourd'hui manifestent leur mécontentement, car nous avons des responsabilités en termes de santé publique vis-à-vis de nos contribuables. Et donc, il faut absolument que l'État mette en place une charte, mais que l'on ne parle pas de 5 mètres. 5 mètres, c'est déjà ce qui est inscrit sur les notices d'application des produits. 5 mètres, alors il faut préciser, c'est 5 ou c'est 10 mètres, c'est la distance des habitations quand on fait de l'épandage de pesticides. Et certains, comme vous, demandent plutôt des distances bien plus grandes, de 150 mètres des habitations, ce qui effectivement conduit en particulier la FNSEA à dire, mais alors on ne pourra plus exploiter une grande partie des terres qui sont mises en culture aujourd'hui. J'ai en face de moi Eugénia Pomaré qui n'a pas encore pris la parole. Vous êtes ingénieure agronome et directrice de l'Union des industries et protection des plantes. Et donc, vous êtes aussi parmi cette union, ça fait partie des fournisseurs justement de ces pesticides. Donc, vous n'êtes peut-être pas dans la position la plus simple dans un débat comme celui-ci parce qu'on vous pointe souvent du doigt avec ces industries donc phytosanitaires. Oui, bonsoir. Merci de l'invitation et de la possibilité de dialoguer. Ça a été dit à plusieurs reprises. Ce sont des problèmes, des sujets complexes. Je pense tout d'abord important de rappeler qu'il s'agit effectivement des produits qui sont soumis à autorisation de mise sur le marché et qui sont destinés à tout type d'agriculture. Donc, un agriculteur conventionnel a à sa disposition un certain type de produits. Un agriculteur en agriculture biologique a à disposition d'autres types de produits. Mais ce sont des produits qui sont évalués avec la même rigueur, avec des processus qui sont longs et qui, effectivement, avant d'être mis sur le marché, dans cette phase d'évaluation, il y a notamment l'aspect des riverains qui est déjà pris en compte. Je pense que les auditeurs ne le savent pas, mais quand un produit est mis sur le marché, il y a toute une phase très longue. En général, c'est 10-12 ans avant qu'un produit arrive sur le marché et il est revu tous les 10 ans. Et les modèles, les tests qui sont faits prennent déjà en compte le risque
pour les riverains, pour l'applicateur en premier, puis c'est le plus exposé, pour les riverains et pour les promeneurs. Donc les produits arrivent sur le marché avec ces contraintes. Donc par rapport, si je peux me permettre aussi, sur ce que vient d'être dit par le dernier intervenant, sur l'opposition des modèles. Je pense que c'est effectivement, on doit dépasser ce débat. Parce que ce soit en agriculture conventionnelle, en circuit court, en produits vers l'exportation, on aura toujours besoin de produits agricoles qui répondent à des critères de marché. Et donc, il faut des produits qui soient sains. Et donc, pour arriver à produire ces denrées alimentaires, l'enjeu de la protection des plantes est bien un enjeu transversal. Ce n'est pas spécifique à l'agriculture conventionnelle. La protection des plantes est un enjeu global qui doit dépasser les clivages. Philippe Desprin, vous nous avez écrit donc après cette émission avec Fabrice Nicolino sur France Culture. Vous n'étiez pas content, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous avez surtout dit moi j'ai des voisinages. Je voisine avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je vais leur demander, lorsque je fais un épandage de pesticides, comment je vais leur expliquer ce que je vais faire. Je vais leur dire, écoutez, à ce moment-là, je vais le faire à tel moment, justement parce que le vent n'est pas porteur, etc. Donc, ça nécessite une discussion, un débat. Ce débat est-il plus difficile qu'il était au début de votre carrière d'agriculteur ? Est-il plus facile ? Est-il, disons, orienté par les débats généraux que l'on entend dans la société ? Oui, le débat est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a les gens se radicalisent. Et des deux côtés. Ouais, on va dire ça, des deux côtés. On va dire ça. C'est dommage, parce que le débat est toujours, on est toujours plus à l'aise dans un débat que dans un conflit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je travaille avec un apiculteur. Donc, j'ai un collègue dans mon groupe d'agriculteurs aussi qui travaille avec un apiculteur depuis longtemps. Donc, on a des voisins, on a des apiculteurs. On adapte nos pratiques pour essayer de nuire le moins possible. On est bien conscient que nos produits ne sont pas anodins et qu'il faut faire attention. De plus, nous, on les manipule quand même purs. Donc, vous êtes les premiers concernés, de toute façon. Donc effectivement, des combinaisons que vous mettez maintenant, alors que l'on ne les mettait pas dans ma jeunesse à la campagne, quand on faisait les épandages. Des combinaisons, des masques à gaz, j'ai toujours... Moi, j'ai quand même... le but, c'est... Est-ce qu'on a confiance en son système ou pas. Alors bon, c'est peut-être certains vont me critiquer, mais moi j'ai toujours refusé de porter. Je porte un bleu de travail, je mets des gants, je fais attention à l'épandage, à la pression d'épandage. Je fais vraiment. Alors maintenant, j'épand le soir. Parce que en soirée, les abeilles sont rentrées dans les ruches, il y a beaucoup moins d'insectes, donc en plus l'hygrométrie est là, donc il y a un petit peu d'humidité dans l'air. Donc on prend quand même des précautions. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un petit peu clivant, 150 mètres aussi. Du jour au lendemain comme ça, qu'est-ce qui peut... est-ce qu'il y a vraiment des problèmes avec les habitants ? Est-ce qu'il y a vraiment des problèmes avec les cultures ? Qu'est-ce qu'ils proposent aussi ? Il faut proposer quelque chose sur ces 150 mètres. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, je veux dire... 150 mètres entre les habitations et donc la zone d'épandage, effectivement. Alors, il faut définir aussi si c'est entre les habitations réellement ou entre la parcelle cadastrale de l'habitation. Parce que, voilà... Oui, alors il faut préciser que souvent à la campagne, on a une maison et au milieu d'un jardin, par exemple, qui peut être éloigné du champ du voisin. Le fond d'un jardin ou le fond d'un verger, je pense que c'est pas pareil. Nous, on perd 15% de notre surface. Si on passe à 150, si on passe à 150 mètres, donc il y a des parcelles. Oui, je termine en vitesse, c'est pour dire que ça m'a échappé. Mais oui, donc ces 150 mètres, faut vraiment, il faut discuter. Moi, je suis pas opposé. Je dis bien, j'ai pas une position radicale en disant non, je veux rien faire. Si certains de mes voisins me disent tiens, il faut une surface, je vais lui demander ce qu'il peut me proposer, et ce qu'on peut faire ensemble. Xavier Poux, est-ce que vous pensez justement qu'on puisse continuer à discuter ? Est-ce que, disons, les esprits sont trop échauffés ces temps-ci pour qu'on puisse discuter tranquillement de ces questions-là, à l'intérieur d'une municipalité, à l'intérieur d'une fédération d'agriculteurs, qui ne seraient pas tous d'accord sur la façon de mettre en œuvre leur propre métier ? Alors c'est sûr que c'est un sujet qui est extrêmement difficile et qui renvoie à des représentations sociologiques de part et d'autre sur qu'est-ce que c'est être agriculteur, qu'est-ce que c'est produire, etc.
Je pense que dans ce débat-là, je reviens à cette question du diagnostic. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est clairement, je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui le montrent, c'est pas seulement une question de bonne pratique, de mettre ou pas un masque à gaz, etc. Sur ces enjeux d'autorisation de mise sur le marché, quand même, c'est dont parlait Eugénia Pomaré tout à l'heure, exactement. C'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis longtemps. Et je rappelle quand même des chiffres qui interpellent, je pense, à la fois les agriculteurs et les riverains sur la disparition des insectes, qu'on a beaucoup commenté, mais quand même, les 3/4 des insectes qui disparaissent en 30 ans, des chiffres similaires pour les oiseaux, ça montre bien que le cadre actuel et les pratiques ne répondent pas aux attentes des citoyens, et y compris des agriculteurs. Donc je voudrais rebondir sur un mot qui a été dit, c'est celui de détresse. Et ça, je pense que c'est détresse des agriculteurs. Eh bien, détresse des agriculteurs et détresse des riverains, parce que personne ne comprend exactement ce qui se passe. Et je pense qu'il est vraiment extrêmement important dans ce débat de sortir d'une problématique uniquement de 5 mètres, 10 mètres, 150 mètres. La question, c'est celle d'un modèle agricole. Ce que je vois, c'est que quand on s'enferme dans ces questions uniquement de changement ou de bonnes pratiques, on n'offre pas de perspective par rapport à la production agricole. Donc là, pour le pulvérisateur, on a 2 écrans. Un écran qui contrôle l'appareil en lui-même et un écran qui contrôle la barre de guidage et la coupure. Donc ici, je reprogramme mon litrage hectare que j'ai besoin de mettre. Après, je lui programme aussi le volume que je veux rentrer dans le pulvérisateur, le volume d'eau par rapport à ma surface. Et c'est lui qui gère le remplissage. Après, une fois que je vais au champ, je pulvérise en mode automatique pour mettre la bonne dose au bon endroit au bon moment. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Le temps du débat à 18h42 sur France Culture. Le débat sur les pesticides est-il un débat empoisonné, avec Philippe Desprats, agriculteur, Daniel Gilles, agriculteur et maire de Soult dans la Drôme, Eugénia Pomaré et Xavier Poux. Eugénia Pomaré, vous vouliez intervenir en tant qu'ingénieur agronome, mais aussi directrice de ces industries qui produisent justement les produits phytosanitaires. Je voulais intervenir par rapport à la problématique notamment des riverains. On comprend que cette problématique ce soit très sensible. Il faut apporter des réponses et rappeler effectivement la façon dont les produits sont évalués, comment ils sont mis sur le marché, je l'ai déjà dit. Pour autant, je pense qu'il faut rappeler aussi que c'est un système qui est innovant. Ce sont des produits qui répondent effectivement à une demande, que ce soit l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique. Si demain, le modèle agricole dont parlait Xavier Poux sera amené à évoluer, à changer, on aura toujours besoin de produits et de solutions pour protéger ces cultures. Alors, vous faites un peu de greenwashing dans votre union des industries et des protections des plantes, puisque vous parlez du siècle vert à venir. Alors évidemment, quand on produit des produits chimiques, parler du siècle vert et parler de biocontrôle, c'est un peu particulier. Est-ce que c'est juste pour faire plaisir, parce que vous sentez que vous ne pouvez pas résister? Pas du tout, parce que je vous ai parlé de pas de temps long, et notre objectif, c'était initier justement un débat avec les citoyens, expliquer pourquoi les agriculteurs ont besoin de ces produits et de tracer avec la société civile, à partir de ces débats, une trajectoire commune partagée sur que sera la protection des plantes à 10 ans ou 20 ans. C'est ça notre projet, et nous avons effectivement initié le dialogue avec les agriculteurs conventionnels, les agriculteurs biologiques qui ont besoin de solutions pour l'avenir. Et comme on sait que le temps de la recherche est un temps long, ce qui va sortir sur le marché dans 10 ans, 15 ans en termes de solutions, il faut démarrer aujourd'hui. Ce sont des longs investissements. Nous avons effectivement initié. Donc, ce n'est pas de greenwashing, c'était vraiment un débat de société que nous avons lancé, peut-être un peu avant l'heure, mais qu'on souhaite poursuivre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit quand même que tout le monde dit qu'il va falloir débattre, il va falloir discuter, il va falloir expliquer ce que nous faisons. On a reçu tout à l'heure l'annonce d'une conférence de presse demain d'un numéro vert des agriculteurs. Ça s'appellera « Ici la Terre », le numéro vert des agriculteurs, avec des agriculteurs qui sont implantés dans la région parisienne, autour de Paris, qui veulent discuter pour expliquer ce qu'ils font, comment ils travaillent, etc., pour passer au-delà de l'idée que l'on se fait de leur propre travail. Vous dites tout de même, Daniel Gilles, je vous redonne la parole, depuis France Bleu, Drôme-Ardèche, où vous vous trouvez, alors que vous êtes maire de Soult et vous-même agriculteur, vous avez pris un arrêté donc
anti-pesticides très récemment, le 2 septembre, vous dites qu'il faut aussi changer les mentalités, que les jeunes agriculteurs ne connaissent pas d'autres agricultures que celles qu'on leur a proposées, qu'on a proposées à leurs parents et leurs grands-parents, et que les syndicats minoritaires sont impuissants et qu'au bout du compte, c'est tout de même toujours les mêmes solutions qu'on propose aux jeunes agriculteurs. Oui, tout à fait. Donc, par rapport au débat précédent, on parlait de radicalisation des deux côtés. Mais moi, ce que je voudrais éviter, c'est justement cela, c'est le clivage. Et ce clivage, aujourd'hui, il faut savoir que l'on soit agriculteur, que l'on soit facteur, que l'on soit épicier, lorsque l'on vit sur un territoire rural, on est tous acteurs du monde rural. Et ça, il faut que les mentalités avancent à ce niveau-là. Il n'y a pas de néo-ruraux, d'autochtones, les gens qui vivent à la campagne urbains, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que... Voilà, tout ça. Voilà, ça a un peu tendance à opposer les choses. Et on vit tous sur la même terre. Mais en même temps, en prenant un arrêté comme celui que vous avez pris avec votre conseil municipal, vous clivez aussi. Vous ne pouvez pas dire que vous ne clivez pas. Oui, mais c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience aujourd'hui des élus de terrain vers le gouvernement, ce n'est pas une attaque aux agriculteurs. Cet arrêté, il va être attaqué sur la forme par le préfet au tribunal administratif. Il va être suspendu. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur pour dire qu'il ne faut plus cliver. Parce que le clivage, il se fait autant de la part des agriculteurs qui travaillent dans leurs champs que des voisins qui se plaignent des agriculteurs qui travaillent dans leurs champs. Et lorsque je vois des illustrations sur des journaux locaux où l'on scène encore plus, on crée encore plus de clivage, on sort du débat et on arrête le débat en fait. Et par rapport à votre question, ce qu'il faut dire aussi, c'est que aujourd'hui, en termes de formation des jeunes agriculteurs, les contenus des formations n'ont pas évolué. Vous voulez dire que c'est les mêmes sur l'application des produits, sur la prudence qu'il faut avoir sur les produits, sur les normes, on continue à former les jeunes qui sont dans les maisons familiales rurales, qui sont dans les centres de formation professionnelle ou autres. On continue à leur apprendre des techniques qui sont aujourd'hui, qui sont vouées à l'échec de l'écosystème, qui sont vouées à l'échec par rapport à des problèmes de santé publique. Et les méthodes alternatives existent. Il y a l'agroforesterie, il y a la permaculture, il y a énormément, et je ne connais pas tout, loin de là. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un scientifique. Mais il y a des choses aujourd'hui qui existent et ces choses, on peut les mettre en place. Philippe Desprats, Philippe Desprats, vous qui êtes agriculteur, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, alors qu'a priori, ce n'est pas tout à fait ce que vous tenez comme discours, avec ce que vient de dire Daniel Gilles, c'est-à-dire il faudrait changer aussi les formations pour pouvoir montrer aux jeunes agriculteurs qu'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités, qu'on pourrait ouvrir aussi à d'autres façons de faire. Moi, je suis vraiment d'accord. Proposer tout un éventail de choix aux agriculteurs. Après, libre à eux de choisir ce qui leur convient, voilà, avec leur philosophie, avec la rentabilité aussi, ce qui est important. Parce que oui, il faut que ce soit rentable. Faut pas oublier que faut pouvoir vivre. Vous en vivez bien de votre métier d'agriculteur ces temps-ci ? Eh bien, honnêtement, après 20 années d'ancienneté, 20 ou 30 années d'ancienneté, je fais on va dire un SMIC amélioré, mais voilà, c'est pas... c'est pas ce dont vous rêviez quand vous êtes installé ? Ouais, c'est-à-dire que moi, c'est ma passion aussi de faire pousser les plantes. Voilà, donc pousser les plantes, l'environnement, j'y suis attaché. Chaque printemps, je compte les hirondelles qui arrivent à la ferme, par exemple. Oui, on exploite des prairies où on fait du foin. Des prairies sont contre-environnementaux. Et moi, c'est vrai que ça me choque quand on parle d'agriculture d'une façon très, très négative, en ayant l'image tout le temps du pulvérisateur, avec ce brouillard derrière, alors qu'on a tant d'autres casquettes. Et moi, je pense qu'il y a un problème aussi de rapport à la nature. Le rapport à la nature c'est pour ça qu'on vit mal des deux côtés, entre les citadins ou les néo-ruraux et les agriculteurs, parce que... Daniel Gilles nous dit qu'il n'y a pas de néo-ruraux, il ne faut plus les appeler comme ça. Voilà. Oui, alors il y en a, ils arrivent... Moi, honnêtement, je respecte, au contraire, j'aime bien que les gens aiment la campagne et viennent habiter, honnêtement. Je trouve que c'est sympa, et ça met de la vie dans les villages. Il y a beaucoup de villages qui seraient morts sans eux, et oui, on en a besoin, et... Voilà. Donc, par contre, le problème, il ne faut pas empoisonner les gens avec des visions erronées.
Voilà, ce que je veux dire, c'est ça. Oui. Je Voilà. donne la parole à Xavier Poux et vous reviendrez tout à l'heure pour la suite de votre discussion avec également Eugénia Pomaré qui est avec nous. Xavier Poux. Bon, Je rappelle que vous êtes donc ingénieur agronome de formation et que vous avez travaillé avec un bureau d'études sur une possibilité pour une Europe qui pourrait être agroécologique en 2050. Donc être autonome en production, beaucoup moins donc dans les, enfin totalement, on se passerait totalement des produits phytosanitaires dont on parle ces temps-ci, et ça serait possible selon vous, selon votre étude, avec Pierre-Marie Aubert. Absolument. Mais je voudrais rebondir sur les points de débat précédents, sur la notion de clivage et sur la question des responsabilités qu'il y a derrière cette situation. Je pense que pour éviter le clivage, il faut aussi poser le débat dans ce qu'il a de difficile. C'est-à-dire qu'on entend... C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait ici, absolument. Et c'est pour ça que je rappelle quand même ces enjeux environnementaux, et de santé. C'est-à-dire que si on est juste à expliquer les agriculteurs font ce qu'ils peuvent sous contraintes économiques, etc. Ce qui est vrai, mais si on est juste dans ce débat-là, je pense qu'on va créer de la frustration du côté des usagers des territoires, y compris de certains agriculteurs d'ailleurs, qui eux-mêmes sont critiques par rapport au mode de développement qu'il y a derrière celui des pesticides. Donc remettre ça dans une grande histoire, une big picture, comme disaient les Américains. Exactement. Et je pense qu'il y a dans l'intervention de Daniel Gilles, il a cité le fait de questionner des responsables politiques, le président de la République, des ministres, et je pense que ça peut aller jusqu'au niveau européen. Et finalement, la question qui est en jeu, c'est aussi celle du cadre dans lequel les agriculteurs et les filières agricoles se développent. C'est-à-dire qu'il est clair que si on ne change pas les règles commerciales, et je pense que là-dessus on va se retrouver, si on ne change pas les règles de la politique agricole commune, qui sont aujourd'hui quand même, plus on est gros, plus on reçoit d'argent en taille, pour simplifier, mais enfin c'est quand même bien ça. Donc plus on est gros, plus on reçoit d'argent, plus on est gros, plus on a besoin de pesticides pour simplifier le travail. Donc il y a quand même des aspects qui sont à prendre en compte de manière sérieuse. Et en matière de recherche et développement, on en a parlé, il y a des réorientations beaucoup plus radicales vers la non-utilisation de produits de synthèse. Eugénia Pomaré. Alors, je pense qu'on peut tous être d'accord sur un point, c'est la place de l'agronomie dans tout ça et de la science. C'est-à-dire que je suis d'accord avec les agriculteurs qui se sont exprimés sur une certaine frustration par rapport au fait que finalement, il y a des choses qui n'ont pas évolué, que peut-être, y compris en matière de santé végétale, que ce que je connais le mieux en pathologie végétale, on a effectivement peut-être par moment trop appuyé ou trop reposé sur des solutions faciles sans regarder l'agronomie. Les débats de société d'aujourd'hui remettre l'agronomie vraiment au centre de l'actualité. Et ça veut dire donc... Et ça veut dire que c'était une très bonne chose, parce qu'on peut aussi faire cohabiter des modèles, comme les intervenants précédents l'ont expliqué, un conventionnel qui est raisonné, qui intègre un certain nombre d'éléments sur la protection de l'environnement, je suis entièrement d'accord. Et là-dessus, les entreprises que je représente apportent des solutions. On parle aujourd'hui de biocontrôle, de lutte biologique, de combinaison d'éléments avec des machines, avec une technologie embarquée, les diagnostics de maladies. Aujourd'hui, il y a des choses extrêmement épatantes avec des machines qui passent sur les parcelles qui ne vont traiter que les plantes malades et pas les autres. Oui, mais tout ça, c'est de la science, c'est de l'innovation. Oui, mais on sait très bien qu'effectivement... Il ne faut pas opposer agronomie et innovation. Non, mais c'est une course en avant technologique que certains, en particulier des écologistes les plus radicaux, disent on va aller plus loin encore dans la course en avant technologique sans connaître les inconvénients de tout cela. L'exemple de mais pourquoi vous les qualifiez d'écologistes radicaux quand ce qu'il y a c'est derrière, vrai, c'est vrai. Oui, quand ce qu'il y a derrière, ce sont des parcelles de 100, 200, 300. Bien sûr. Regardez l'exemple de l'agriculture biologique, si je peux me permettre de revenir sur l'agriculture biologique, pour qu'elle soit effectivement compétitive et que les agriculteurs français puissent effectivement être bien positionnés sur le marché mondial, a besoin de modernité et d'innovation. Elle viendra probablement des machines, des drones, de la technologie embarquée. Et il ne faut pas faire de clivage entre cette agriculture moderne. Toutes les agricultures ont le droit à la modernité. Philippe Desprins, puis Daniel Gilles. Daniel Gilles, allez-y, puisque vous avez pris la parole. Daniel Gilles, en direct de France Bleu, Drôme-Ardèche. Il y a des alternatives aujourd'hui. Nous habitons sur un territoire qui est un territoire, la Biovallée. Je ne sais pas si vous connaissez, la communauté de communes en Biovallée. Et sur ce territoire, aujourd'hui, c'est dans la Drôme, donc c'est dans la Drôme, oui, la vallée de la Drôme. Aujourd'hui, il y a des bureaux d'études, des chercheurs qui travaillent sur les plantes aromatiques et médicinales, les PAM. Et il y a aujourd'hui
énormément de recherche qui est faite et qui peut remplacer les produits phytopharmaceutiques de synthèse. On a des exemples sur des traitements sur les vignes pour pallier au cuivre, au soufre, avec des décoctions de prêle et autres, et un tas d'autres produits à base végétale et non à base de synthèse, qui sont aujourd'hui développés et qui sont dans les tiroirs. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent. C'est là que le gouvernement doit mettre l'accent sur ces pratiques-là et développer ces pratiques-là afin de pallier aux produits chimiques, aux pesticides. On a bien compris que toutes les personnes qui sont autour de cette table sont prêtes à parler entre elles, mais que effectivement l'interlocuteur qui est en dehors de ce studio et qui est interpellé, c'est le gouvernement, la Commission européenne, le Parlement européen, etc., etc. Philippe Desprats, je vous ai donné la parole au tout début de cette émission, puisque c'est un peu vous qui nous avez donné envie de faire cette émission aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans l'Ain. Vous allez avoir la parole pour terminer, puisqu'on arrive bientôt à la toute fin de cette émission. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter à ce qui a été dit ? Bien moi, j'ai rien contre le passage au bio. Bon, il y a quand même quelques obstacles. Bon, après, pourquoi pas ? Après, il faut organiser un marché quand même. Il faut avoir des prix rémunérateurs. Faut pas qu'il y ait, comment dire, tout d'un coup 30% de personnes qui soient contraintes ou qui veuillent se lancer dans le bio et que le marché s'écroule et que derrière, même les producteurs bio aient du mal à s'en sortir. Et je vois, il peut y avoir une bulle du bio comme il y a eu des bulles immobilières ou des bulles de ça serait dommage. Donc, est-ce qu'il ne faut pas organiser un marché ? En plus, on allonge les rotations, donc il y a beaucoup de cultures. Par exemple, il y a la luzerne qui reviendrait dans les assolements. Il faut vraiment, il faut trouver des débouchés, quoi. Est-ce que les associations écologistes ou autres pourraient pas nous aider plutôt qu'être toujours un petit peu vindicatifs et dans cette optique-là. En plus, je voulais terminer quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est le rapport à la nature. Souvent, la discorde entre les agriculteurs et les gens, les citadins, c'est quand même, on a un rapport à la nature différent. Maintenant, on voit de plus en plus les gens, les citadins ont une vision de la nature un peu idyllique où les animaux, cohabitent en paix et tout va bien. Or, pour nous agriculteurs, on est proche de la nature. On sait que la nature, c'est le règne souvent de la violence, du rapport de force, c'est le plus fort qui gagne. Et la nature, il y a des prédateurs, et faut bien prendre en compte ça, c'est qu'on ne peut pas rêver une nature et derrière nous demander de nous adapter à une nature qui n'existe pas. Il y aura forcément des bons et des méchants tout le temps, même en bio. Xavier Poux, vous voulez répondre très brièvement à ce que vient de dire Philippe Desprats. Eugénie Pomaré citait la science. La science aujourd'hui, elle nous dit que la nature elle est en train de disparaître à vitesse grand V et que parmi les facteurs principaux de dégradation de cette nature, c'est bien hélas l'usage des pesticides et la transformation des paysages. Donc, je suis désolé de revoir le débat à ce stade-là, mais je pense qu'on ne peut pas rester sur cette image angélique du rapport à la nature qui irait de soi. Merci à tous les quatre, en tous les cas, d'avoir bien voulu débattre ce soir. Et puis, on pourrait continuer le débat, j'ai l'impression, autour de cette question des pesticides et de ce débat dit empoisonné. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Rémi Baille, Hugo Boursier, Louise André, à la technique aujourd'hui, Thibaut Nassimben et à la réalisation Thomas Duterre.